Alors moi j'ai un rapport à la victoire-défaite un peu particulier, c'est-à-dire que quand je gagne, quand ça se passe comme je veux, je suis soulagé. Alors, je saute pas au plafond, tu vois, je suis soulagé. Par contre, si je foire ma course, je suis insupportable. Et enfin, je suis insupportable avec moi-même, hein, surtout. Et donc en fait, du coup, je peux pas dire que je m'y attendais, mais j'y allais pour ça. Et du coup, c'était juste la continuité des choses, en fait, c'était normal. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut alors pour que tu sautes au plafond avec une victoire? Bah ça, même moi, je sais pas en fait, hein. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois Simon Bonte qui vient nous parler de sa prochaine course, un triathlon, enfin un Ironman 70.3, qui sont les champions du monde en Nouvelle-Zélande. Salut Simon, comment tu vas? Salut Alexandre, bah ça va nickel. Et toi? Eh ben moi c'est parfait, très content de te recevoir sur le podcast parce qu'avec toi on va pouvoir entamer un nouveau sport, une nouvelle discipline qui est le triathlon, parce qu'à ce jour j'ai pas reçu de triathlète sur le podcast, donc très heureux de te recevoir. Est-ce que tu pourrais, pour commencer cet épisode, nous parler du premier sport qui t'a passionné? Ouais, bah moi j'ai commencé le triathlon sur le tard, donc mon premier sport, c'est le football, ouais. J'ai commencé dans le club de ma ville, j'ai fait deux trois clubs. J'avais un petit niveau, hein, sans grande prétention, mais ouais, j'ai fait 15 ans de foot et je pense que j'ai développé un peu ce côté sportif à ce moment-là, ouais. Ça, c'est à quel âge que t'as commencé du coup le football? Je crois que j'ai commencé à 4 5 ans. Parce que mon père il Ok. faisait du foot, donc j'ai fait du foot assez jeune, ouais. Et c'était dans quelle région à ce moment-là? Moi, je suis du nord de la France, donc D'accord. c'était dans le coin, ouais. Ok, donc ouais, quand même 15 ans de foot. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter le football? T'as voulu passer à une autre discipline ou c'était vraiment quelque chose que tu voulais, il y avait plus de raison ou... Bah, au lycée, j'ai voulu changer un petit peu, je me lassais un petit peu du foot. Et après, j'ai vite mis les pieds dans l'athlétisme, parce que je faisais option athlétisme au lycée. Et en parallèle, j'aimais bien la musculation. Donc, les deux, ça me suffisait. Du coup, j'avais un peu arrêté le foot. Et en réalité, ça m'a pas trop manqué, ouais. Et l'athlé, qu'est-ce qui t'a attiré du coup dans l'athlé? Bah, c'était dur, c'était difficile, et puis j'avais un bon prof d'EPS. Et en fait, je l'avais en EPS et il faisait l'option athlétisme. Donc Ok. du coup, il m'a embrigadé là-dedans comme ça en fait. Et, et à l'époque, l'athlé, c'était quoi? Plutôt le 400, soit la perche, qu'est-ce que c'était le Non, 100 non, mètres? en réalité, j'étais nul partout. Moi, j'aimais bien le demi-fond juste. Ok. Juste le demi-fond. Donc ça veut dire que quand on allait aux compétitions UXL, ça c'est les compétitions scolaires, toute la journée, j'étais dans ma doudoune dans le stade, au chaud. Et l'épreuve de demi-fond, c'est souvent la dernière de la journée. Et je faisais juste l'épreuve de demi-fond, en fait. Demi-fond, juste pour rappel, c'est combien de distance autour du stade? Bah, au lycée, tu as le choix entre différentes courses. Tu avais 800 mètres, 1500 mètres, parfois 3000 mètres. Moi, j'aimais Ok, bien le 3000 mètres. Ouais. d'accord. Ouais, donc t'étais plus sur le plus long que tu pouvais faire, en tout cas, C'est ça. Déjà ce qui là, était, ouais. ce qui t'était autorisé, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a basculé du coup, en tout cas sur le triathlon? Parce que le triathlon, effectivement, il y a donc tout ce qui va être bah, course à pied, mais ça réunit aussi la discipline du cyclisme et de la natation. Et comment t'es arrivé du coup sur ce premier, en tout cas, triathlon? En fait, j'ai commencé du coup par la course à pied. Parce qu'il y avait une course dans le coin et j'avais fait un bon résultat, donc je m'étais rapproché d'un club d'athlétisme. Et tous les gars dans le club d'athlétisme, ils faisaient du triathlon. Ils avaient l'air balèzes, mais moi je voulais être balèze, donc du coup j'ai commencé le triathlon comme ça. J'ai eu mon premier vélo dans la foulée et j'ai vraiment kiffé le vélo direct. Après j'ai commencé à nager. Bon, je partais vraiment de loin parce que je suis vraiment pas bon nageur. Quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de l'eau. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire un triathlon. OK. Alors, bah, comment ça s'est passé du coup ce premier triathlon où tu peut-être que la nage, tu peut-être pas trop préparé la nage, de ce que j'ai compris? Bah, en fait, c'est pas exactement ça, parce que j'ai fait mon premier triathlon un an après m'être déjà entraîné à fond. Parce qu'en fait, D'accord. c'était après le Covid, et du coup, pendant le confinement, je m'étais entraîné à fond, je faisais que ça. Et du coup, je suis arrivé à mon premier triathlon, j'étais déjà un petit peu costaud, quoi. Je veux dire, je me débrouillais bien. OK, donc bonne expérience. Ouais, Pas ouais, bonne pas trop expérience. subi? Non, non, je me souviens, c'était le triathlon de Fourmi, courte distance. Et non, c'était un super souvenir, ouais.
Et courte distance, c'est combien au niveau des trois disciplines? Du coup, courte distance, c'est 800 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Ok. Et là, tu parlais du coup du Covid. Le cyclisme, t'avais commencé avant le Covid ou c'était pendant après? Je sais pas trop comment ça a fonctionné pour toi. J'ai eu en cadeau à mon anniversaire mon premier vélo à mes 20 ans. Donc c'était février 2020. Donc c'était pendant le Covid, il me semble. Enfin, juste avant le Covid. Et, euh, et donc le Covid, je l'ai passé sur le home trainer en fait. Je faisais du home Ok. trainer toute la journée. T'avais réussi à avoir un home trainer Ouais, pendant ouais. cette période? Ouais. Ah, Parce que c'était très ceux-là, ils compliqué, étaient ouais. précieux là, hein. Ah, c'est vrai, ouais. Là, il y a eu rupture de stock partout, je me rappelle très bien. Mais le C'était Covid, du coup, c'était 2020 ou 2021, je me rappelle plus c'était exactement. 2020, ouais. 2020? Donc ouais, 2020 le Covid. c'est ça, c'est dans la foulée, ouais. Ok, ouais, donc t'avais déjà bien poncé le home trainer. Ah ouais, ouais, je faisais des 3-4 heures de home trainer, après j'allais courir, enfin dans le périmètre de 1 kilomètre. Ouais. Et Bon, ça va, il y a prescription. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est vraiment là que j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, beaucoup, parce Ok. que on n'avait pas grand-chose à faire de nos journées, puis moi j'aimais m'entraîner, et ça me motivait, ouais. Ah, donc t'avais pu faire quand même un gros volume d'entraînement. Tu sais à peu près combien d'heures tu faisais semaine, là, cette période-là? Bon, en fait, moi j'ai commencé le triathlon pas vraiment comme un débutant, on peut dire. Genre, je me suis vraiment mis à fond direct. Ouais. Donc je pense que je m'avalais déjà un bon 15 heures par semaine au tout début, ouais. Ok, ouais, ouais, ouais. Donc ouais, c'est déjà des bons Ouais. volumes horaires. C'est vrai que. Après, comme je te disais, j'ai toujours fait du sport toute ma Hmm. vie. Donc en fait, même si à un débutant, on conseillerait pas de faire ça, mais finalement mon corps il a pas trop été traumatisé parce que même si c'était d'autres sports que je faisais avant, je faisais quand même beaucoup de sport, donc ça n'a pas changé grand-chose en fait. Ouais, ouais, puis comme tu dis, oui, c'est que t'as fait quand même. C'est bien de le préciser, parce que c'est que t'as fait quand même beaucoup de foot, plus l'athlète derrière. C'est vrai que c'est pas comme tu viens de le dire, ouais, on partait de zéro. C'est vrai que partir de zéro 15 heures, bon, il peut y avoir quelques problèmes. Ça peut arriver, C'est que pour ça que je préfère petite préciser. blessure. Non, mais tu fais bien de préciser. Et donc, ces triathlons, qu'est-ce qui t'a, d'ailleurs, au final, on a compris qu'est-ce qui t'a amené au triathlon, mais qu'est-ce qui t'a retenu au triathlon? Après, c'est peut-être Bah, l'entraînement ou la première course, qu'est-ce qui vraiment t'a permis voilà, de persister dans cette discipline? déjà mon premier triathlon il s'est très bien passé. Et en fait, c'est même pas vraiment les compétitions qui m'attirent toujours. J'aime juste m'entraîner au quotidien, je me sens bien quand je m'entraîne. En fait, c'est ce plaisir chaque jour à s'entraîner et se défier surtout. Parce que des fois, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, mais j'ai envie de me défier, me voir si je suis capable de faire cet entraînement à ce moment-là. En fait, ça donne du sens à ta journée, je trouve. Et le sentiment de satisfaction à la fin de la journée d'entraînement, il est bon. Et tu as envie de le reproduire le lendemain. Et du coup, c'est un cycle en fait. Ok, cool. Après, c'est compète, comment t'as évolué au niveau de la compétition? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs formats sur les triathlons. T'as fait plusieurs courses dans le même format, t'as voulu changer de format. Dis-nous un petit peu plus là-dessus, ouais. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la courte distance, un peu comme tout le monde. Et rapidement, en fait, j'ai progressé à vélo. Donc, c'était un peu mon point fort. Ceux qui ont un point fort vélo, souvent, ils vont sur des courses plus longues parce qu'on n'a pas le droit au drafting. Le drafting, c'est quand tu peux prendre la roue, te mettre dans la roue et profiter de l'aspiration de ton adversaire. Donc, du coup, je Ouais. préférais les longues distances. Donc, j'ai vite fait un M, triathlon M, moyenne distance. Rapidement un L, toujours dans cette notion de défi, donc un longue distance. Et là, un Ironman il n'y a pas longtemps. Et moi, c'est vraiment ce que je préfère, c'est le longue distance, avoir ce côté vraiment défi. Et puis c'est dur, quoi. Vraiment, c'est dur, ça dure longtemps. C'est ce qui m'attire, ouais. Parce que pour une petite indication, parce que même moi je me rends pas trop compte, entre un S, un M, un L et un Ironman, en termes de temps d'épreuve total, enfin pour toi, on va dire ça correspond à combien de temps d'effort chaque distance de ces triathlons-là? Alors là, sur l'Ironman de Barcelone, il y a 3 semaines que j'ai fait 9h04. Ok, Donc 9 heures d'effort. Sur un demi-Ironman, on appelle ça Ironman 70.3, c'est plutôt 4h30, 4h20 d'effort. ok, Et un moyenne distance, c'est plutôt 2 heures, 1h50 d'effort. Alors qu'un courte distance, c'est presque moins d'1 heure d'effort en fait. Donc il y a vraiment des grosses différences. Pour donner une idée, un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 vélos et un marathon. Tu vois. Donc c'est vraiment des grosses, grosses distances, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, la nage, c'est vrai que c'est vraiment le point où j'ai le plus de mal à visualiser la distance et le temps qu'on passe en natation. Mais c'est vrai que quand on parle déjà de 180 de vélo et puis un marathon,
C'est sûr que là, on se rend compte que ça, en termes d'effort, on est sur du très très long. Même déjà en dessous en 90 kilomètres et puis ouais, un semi après à pied, c'est ça? C'est ça. Ça fait déjà, plus à ta survie, ça commence à faire un bel enchaînement. Et donc tu m'as parlé de ta dernière course. Comment c'est d'ailleurs, aujourd'hui, on est là d'ailleurs pour parler de ton prochain Ironman. Comment est-ce que tu as réussi à enfin, est-ce que, d'ailleurs, première question, est-ce qu'il faut se qualifier pour cette course ou c'est une course seulement avec inscription? Alors pour les championnats du monde d'Ironman 70.3 en Nouvelle-Zélande, en décembre prochain, ça faut se qualifier en fait. Donc pour te qualifier, il faut ce qu'ils appellent un slot. Pour avoir un slot, en fait, il faut faire souvent un podium ou alors gagner dans ta catégorie d'âge sur une course de label Ironman que tu peux faire un peu partout dans le monde pendant l'année. Et ce résultat, il te permet de te qualifier pour cette course, ce championnat du monde en fait. Ok. Et toi, du coup, par quel moyen tu t'es qualifié? En fait, j'ai gagné en 2023, en septembre 2023, dans ma catégorie d'âge l'Ironman 70.3 de Knock en Belgique, ce qui m'a permis de me qualifier en fait. Ok. Ouais, félicitations hein, quand même, hein. Merci Sacré, beaucoup. sacré perf. Ça, c'est quelque chose que le jour où tu as gagné, là, c'est quelque chose que tu te préparais, tu sentais que c'était quand même quelque chose de faisable par rapport à ton entraînement et tes courses précédentes? Alors moi j'ai un rapport à la victoire-défaite un peu particulier, c'est-à-dire que quand je gagne, quand ça se passe comme je veux, je suis soulagé. Alors, je saute pas au plafond, tu vois, je suis soulagé. Par contre, si je foire ma course, je suis insupportable. Et enfin, je suis insupportable avec moi-même, hein, surtout. Et donc, en fait, du coup, je peux pas dire que je m'y attendais, mais j'y allais pour ça. Et du coup, c'était juste la continuité des choses, en fait, c'était normal. Ok. Qu'est-ce qu'il te faut alors pour que tu sautes au plafond avec une victoire? Bah, ça, même moi, je sais pas, en fait, hein. Ah, ça, c'est marrant, ouais. Bel état d'esprit, c'est vrai que du coup, pas facile à contenter, quoi. Un vrai Non, mais mental de champion, quoi. je sais que c'est un défaut, et j'essaye de travailler dessus parce que parfois je fais des bonnes courses, mais j'ai le sentiment que j'ai pas fait une bonne course. Donc du coup, j'essaie de me convaincre que j'ai fait vraiment quelque chose de bien, mais j'essaie de travailler dessus parce que c'est un défaut, je pense. Tu passes à côté de pas mal de choses et de sentiments, et du coup, j'essaie de travailler dessus, mais après, c'est aussi une qualité dans le sens où du coup, t'es un peu un éternel insatisfait. Mm. Donc je pense que c'est un équilibre à trouver, ouais. Ouais, ouais, la qualité de ses défauts. Et donc là, cette course-là, en tout cas, Nouvelle-Zélande, c'est vrai que c'est bon, loin de la France. En termes d'organisation, qu'est-ce que ça va changer pour toi par rapport aux courses que tu as fait, peut-être qui sont un peu plus proches? Parce que tu parlais du course en Belgique, toi qui habites dans le Nord. Toi, au niveau logistique, préparation, peut-être même financement, qu'est-ce que Ouais. ça va changer sur ce type de course? Bah, du coup, directement après ma qualification, je me suis vite rendu compte que de toute façon le triathlon c'était un sport cher. Donc ajouter à ça une grosse logistique, comme tu l'as dit, et un financement de voyage qui était élevé. Donc tout ça, je pouvais pas tout gérer tout seul. Donc je me suis vraiment mis à communiquer sur les réseaux. J'ai réussi à trouver des partenaires. De fil en aiguille, ça a grossi, grossi. Et du coup, de ce point de vue-là, ça s'est réglé. Et sur la course, ce qui va changer, c'est que là-bas, ça va être plus ou moins l'été, alors qu'ici, ça va être l'hiver. Donc là, en ce moment, je m'entraîne, il fait moins de 10 degrés. Là, ce matin encore, sur le vélo, c'était le pôle Nord, alors que là-bas, il fera chaud. Donc j'arrive 2 semaines avant pour un peu m'acclimater. Mais ouais, c'est clair que ça va faire du changement. Ouais. Ouais, c'est vrai que soit au niveau de la météo, bon, c'est vrai que tu vas pouvoir aussi profiter. C'est vrai que c'est quelque chose, bon, ça reste une compétition, mais je pense que quand on part aussi loin, le voyage fait aussi partie de l'aventure, quoi, de pouvoir partir aussi loin, de découvrir. Je pense, est-ce que d'abord, tu es déjà allé en Nouvelle-Zélande avant ça? Non, jamais, non. Donc c'est vrai que c'est vraiment une belle occasion, en tout cas, de réunir passion et voyage. D'ailleurs, au niveau des Ironman, parce qu'il y en a quand même partout dans le monde, toi, tu as fait quel Ironman? Bah après, moi, comme je te dis, hein, ça fait 4 ans que je suis dans le triathlon globalement, donc je suis encore un padawan sur ce point de vue-là. Donc moi, j'ai fait 2 fois l'Ironman de Knock, donc demi-Ironman de Knock, donc je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'ai gagné dans ma catégorie d'âge, et la deuxième fois, cette année, là, j'ai fait 6. Il y avait des costauds dedans. Et j'ai fait l'Ironman de Barcelone, et là, j'ai fait, pareil, sixième dans ma catégorie d'âge. Je me suis qualifié aussi pour les championnats du monde qui auront lieu à Nice en 2025. Et là, pour le coup, j'ai fait un chrono qui me satisfait pas mal, 9h04. Je finis à 3 minutes du dernier pro. Donc, moi, mon objectif, de toute façon, c'est de passer pro
dans les années qui suivent, qui arrivent. Donc, c'est cool, ouais. Et pour cet objectif-là, toi, on a compris qu'il te reste encore un petit peu de temps pour préparer ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il te manque pour arriver à ce niveau-là, mis Au à niveau, part du temps? au niveau professionnel, Ouais, pour arriver au niveau professionnel. bah, il me manque, dans le jargon, on dit ça, des kilomètres, quoi, hein, tout simplement. J'ai que 4 ans d'entraînement en triathlon, alors même si c'est 4 ans vraiment intensifs, ça c'est clair. Ça reste que 4 ans, donc en général, on dit que pour atteindre son plein potentiel, il faut 10 000 heures dans un domaine. Donc moi, je crois que j'ai 4 ou 5 000 heures d'entraînement, donc je suis encore large. Et puis ouais, je pense qu'il faut au moins 10 ans de pratique pour vraiment être à ton prime, comme on dit. Donc il me Mm. manque ça. Et moi, je te l'ai dit, mon point faible, c'est la natation. Donc il faut vraiment que j'apprenne, entre guillemets, à nager, même si je nage bien, tu vois. Mais je nage pas aussi bien que je roule ou je cours, en fait. C'est ça. Ouais. Ah, tu penses là, il y a plus un plus grand gap à récupérer au niveau de la natation que sur les autres disciplines? Bah, en fait, ce que je perds en natation, c'est du temps, mais pas uniquement, parce qu'en fait, une fois que tu es lâché du groupe, entre guillemets, à l'avant, avec les bons nageurs, tu profites pas de la même dynamique de course sur le vélo, et donc en fait, c'est comme si tu commençais une course avec du Mm. retard. Donc, tu as du retard, et en plus, t'es pas dans la même dynamique, tu vois, donc tu perds vraiment beaucoup, et tu peux pas te permettre ça pour le niveau professionnel, ouais, c'est clair, hein. Parce que là, actuellement, quand on parle de temps, là, quand tu sors de l'eau, t'as combien à peu près des premiers? Bah là, à Barcelone, j'ai mis 1h05 en natation. Et il me semble que le groupe professionnel, il doit sortir en 56 minutes, 57 minutes, je crois. Ok. Ouais, ça fait un gros gap quand même, hein. Ouais, ouais. Oui, après, entre le vélo puis la course derrière, ouais, effectivement, c'est un peu. Oui, comme tu dis, c'est vrai que c'est dommage de partir directement avec 10 minutes de retard, parce que quand tu n'as plus en visu, tu perds toute cette Ah, c'est dynamique. ça. Je prends 5-10 minutes sur 1 heure d'effort. Et puis au final, à l'arrivée, sur le dernier pro, il y a plus de 3 minutes, tu vois. Donc il y a un truc qui va pas. Ouais. Mais on travaille dessus, hein. Après, moi, tu sais, j'ai eu 8 au bac, je crois, en natation. Donc je pars de très loin. Donc je suis déjà très fier de ma progression. Mais ouais, il n'y en a jamais assez, hein, de toute façon. Donc c'est vraiment, voilà, en gros, c'est vraiment du temps qui te manque. Donc Ouais. là, bon, ça va, il te reste encore du temps. Parce que typiquement, les pros, le prime, en tout cas, des triathlètes, on est sur quoi? Sur du 28 ans, 27 ans? Bah, en fait, j'entends souvent parler d'âge, mais pour moi, c'est pas le facteur principal, c'est plutôt le nombre d'années d'entraînement, tu vois. Un gamin qui commence le triathlon à 3 ans, il aura son prime à 23, 24, peut-être 25, 26. Alors que quelqu'un qui commence sur le tard, je pense qu'il peut l'avoir à presque 35, 36, voire 38 ans des fois. En fait, je pense pas que ce soit une question d'âge, même si le corps, il y a, ouais, le système hormonal et tout, il est différent à partir de 30, 35 ans. Le fait que tu aies beaucoup plus d'expérience et de kilomètres, on va dire, dans ton sac, bah, ça va combler ça. Et donc, en fait, c'est un équilibre à avoir entre expérience et jeunesse, en fait. Ok, ouais, parce que ça, il y a des disciplines comme on voit, par exemple, le cyclisme sur route, on voit bien qu'il y a un âge où bah, on voit plus beaucoup de professionnels. Parce qu'avec la compétition, on peut plus. Voilà, il y a des disciplines où on peut pas rivaliser avec le temps, malheureusement. Mais ouais, donc ouais, triathlon, c'est-à-dire que tu as une belle plage, en tout cas, de prime. Ça dépend vraiment de quand enfin, à partir de quand tu commences la discipline. Et puis voilà, puis la volonté, la détermination, c'est que pour rester au plus haut aussi, quoi. C'est ça. Bah, la différence avec le cyclisme, c'est que à vélo, pour faire la différence au Tour de France ou sur une classique, c'est que c'est des efforts courts et brefs, tu Mm. vois. C'est dans une bosse, sur 2 minutes, 1 minute d'effort. Alors que sur un triathlon comme un Ironman, ton effort il est lissé sur 9 heures. Donc finalement, les filières énergétiques ne sont pas vraiment les mêmes. Et les filières de l'endurance pure, tu les conserves très longtemps. Alors que celle du puncher, ça c'est plus pour les jeunes, tu vois. Ouais. C'est la différence. Euh, du coup, j'avais perdu un petit peu le fil du podcast. Petite question, au niveau du parcours que tu vas trouver sur place. Donc bon, la natation, j'imagine que évidemment c'est plat. Pour ce qui est du cyclisme, par contre, est-ce que c'est vallonné ou ça reste un parcours qui est plat? Alors du coup, la natation, c'est dans un lac, donc Ok, c'est important quand même parce que en mer, t'es un peu plus porté. Et moi, qui suis pas très bon nageur, je préfère nager en mer. Tu vois, je suis plus porté et les bons nageurs, ils sont moins avantagés de leur glisse, tu vois, ce qu'on appelle la glisse, tu vois. d'accord. Et alors que dans un lac, c'est comme si tu nageais dans une piscine, en gros. Donc déjà ça, c'est pas top pour moi. Et après, à vélo de mémoire, il y a 800 de dénivelé positif. Donc, c'est pas énorme, mais ça fait quelques petites bosses quand même.
Et le revêtement, il est bon et ça tourne pas trop, de ce que j'ai vu. Après, je pourrais t'en dire plus quand je serai sur place, quoi. Bah, ça, on verra ça dans l'épisode débrief. Tu me feras C'est tout ça, ça. le topo. Et puis, ce qui est au niveau de la course à pied, on est sur un parcours, c'est pareil, c'est plat ou... Alors, de ce que j'ai vu sur la course à pied, c'est assez plat. En fait, on fait Ok. le lac dans lequel on a nagé. Parce qu'en règle générale, sur des triathlons, on est toujours sur des parcours qui sont relativement... Enfin, on cherche le plat, en règle générale, sur les triathlons, ou il y a quand même... Ça existe des triathlons plus montagneux. En fait, il existe tout type de triathlon et toi, tu t'inscris sur une course selon ton profil. Tu vois, il existe par exemple l'Embrunman où il Ouais. y a ouais, plusieurs milliers de dénivelés positifs. Donc là, forcément, c'est plutôt pour ceux qui sont bons en grimpette. Ceux qui font 85 kilos de muscles, ils ont plus intérêt à aller sur un parcours bien roulant, position aéro, ils bougent pas, tu vois, un peu comme Philippe Ogana. Et puis c'est parti. Donc finalement, tu peux t'inscrire un peu où tu veux en triathlon. Bah, après, sur Ironman, en général, je trouve qu'ils favorisent de plus en plus les parcours plats. Et à pied, en général, ce qui est casse-pattes, c'est les demi-tours, parce que souvent, c'est des boucles de 6-7 km. Mais il n'y a pas vraiment de boss en général. Donc, en tout cas, tu as déjà vu un petit peu ce qui t'attendait. Là, on parle un petit peu aussi également du matériel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le matériel que tu vas utiliser, que ce soit pour la natation, s'il y a il me semble de mémoire, il y a la combinaison. C'est que c'est un équipement que vous gardez sur les 3 disciplines. Enfin, pas la combinaison de nage, mais je sais pas comment ça s'appelle, la combinaison Hmm. qui est juste en dessous. Ouais, c'est ça. En fait, on a une trifonction. Donc ça, c'est ta tenue que tu as même la peau, que tu vas garder toute la course, tu vois. Ok, Et en natation, tu as une combinaison en néoprène. Et celle-là, elle est pas toujours autorisée. En fait, ça dépend de la température de l'eau. Si l'eau, elle est trop chaude, on n'a pas le droit de nager avec. Par contre, tu vois, les nageurs moyens comme moi, on préfère la combinaison parce qu'en fait, ça te permet de flotter, de glisser un peu mieux. Donc déjà, tu as ça, tu as une paire de lunettes. Après, sur le vélo, tu as ton vélo, forcément. Ta nutrition, ton hydratation sur le vélo, ton casque, ton porte-dossard, et à pied, bah, tes baskets, un bandeau ou une casquette, et ta montre. Puis voilà, hein, sur le papier, c'est assez simple, dit comme ça, hein. ouais. C'est vrai que et vélo, donc ces vélos, même sur les parcours qui sont un petit peu vallonnés, comme t'as là, c'est vélo comme contre la montre dans tous les cas de toute façon. Pour vous, c'est beaucoup plus de gains. Ouais, et puis plus on avance, plus on voit que peu importe le parcours et le dénivelé, les costauds et les pros, ils prennent toujours le vélo de chrono avec la lenticulaire à l'arrière, ouais. Ok. Ah oui, donc t'as quand même la roue lenticulaire à l'arrière. Ouais. Ok. Et ça fait des. Toi, quand tu roules, ça fait des moyennes à combien à peu près sur les parcours? Bah là, Barcelone, sur le vélo, j'ai mis 4h42 pour 180 km, donc ça fait 38 de moyenne. C'est vrai que pas trop habitué. Moi, c'est en Haute-Savoie, on va dire. Puis bon, j'ai pas non plus un niveau extrême, mais les moyennes, c'est pas les mêmes. C'est les moyennes de descente là presque. Ouais, vu comme ça, ouais. Bah après, tu sais, tout le matériel est optimisé, le casque, Ouais. enfin, c'est des tests aéro, des tests de position, tout C'est est que toi, vraiment. pour ta préparation, t'as déjà eu fait des tests du coup aéro et de position, comme on pourrait Euh, voir. ouais, j'ai un partenaire autour du cycliste qui règle les vélos, donc tu vois, c'est un mec qui vient du milieu professionnel, tu vois, qui travaille dans des équipes pro, et donc il règle vraiment bien les vélos, et c'est vrai que quand tu as une bonne position, bien allongée sur ton vélo, confortable. Tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai une selle sur mesure. Et tout ça, c'est des petits trucs à droite à gauche. Et mine de rien, quand une vraie position, tu sais, on dit que 90% de la traînée, enfin de la résistance à l'air, c'est dû au cycliste et pas au vélo. Donc, tu vois, il y a vraiment un gap à aller chercher dessus, ouais. Ouais, c'est vrai que tu dis, oui, quand si on parle de ces chiffres-là, effectivement, dès que tu fais la moindre modification qui va te faire un petit gain, en fait, c'est vrai que sur 90% de ta enfin, importance, en tout cas aéro, c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Ah, c'est ça. Et puis, tu vois, sur 180 bornes, même si un petit détail, ça te fait économiser 3 watts, bah 3 watts sur 4h40 de vélo, Ouais. bah c'est peut-être, je sais pas, hein, au pif, mais peut-être 20 secondes, 25 secondes. Bah 25 secondes, je préfère les avoir que les courir derrière, tu vois. Ouais, ouais, puis quand on parle de. Oui, comme tu dis, ouais, tu sors à 10 minutes, mais c'est vrai que le jour où tu sors par exemple, à 3 minutes de quelqu'un, effectivement, 3 minutes, ça commence à changer, quoi, les gains Mm, comme mm. ça. Bah, de Enfin, toute façon, c'est on dit c'est gains sur le vélo marginaux, que tu peux mais faire les écarts, ouais. finalement pas tant que ça. Et la selle sur mesure, juste curiosité, c'est quelle marque que tu as? Alors c'est pareil, c'est un partenaire My Saddle. Et Ok. en fait, ça me fait rire parce que
c'était hyper marrant comme procédé. En fait, c'est avec la pâte à modeler un petit peu, tu sais, et c'est vraiment une selle moulée. Tu Ouais. pédales pendant 1 heure en position chrono, et puis là, tes empreintes, et derrière, tu as une selle. C'est vraiment sympa, et pour le coup, c'est vraiment chouette parce qu'avant ça, j'avais une selle de triathlon déjà haut de gamme, mais j'avais souvent des petites irritations, des petites brûlures. Et là, ça permet d'enchaîner des entraînements de chrono quasiment tous les jours sans douleur, tu vois. Donc, ouais, ça c'est vraiment un vrai gain, que ce soit pour la compétition, mais même simplement pour l'entraînement, parce que plus tu t'entraînes qualitativement, meilleur est ton entraînement, et plus du coup tes performances derrière, ça se ressent aussi, quoi. Donc Ouais, c'est c'est vrai que ça. c'est vraiment un gain non négligeable, quoi. Non, bah non, comme tu dis, quand tu peux faire 5 6 jours sur le chrono, sur le vélo de chrono sans douleur, bah c'est pas mal, tu vois. Surtout qu'il y en a beaucoup, ils l'utilisent une fois de temps en temps, tous les 15 jours, ils sont pas bien dessus. Non, puis ça n'a rien à voir avec un coup de pédale sur un vélo classique, tu vois. Les muscles sont les mêmes qui travaillent, c'est sûr, mais t'as des petites différences quand même. Des faisceaux musculaires un peu différents. Et ouais, je pense que c'est vraiment important de passer le plus de temps possible sur son vélo chrono. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de ton volume d'entraînement que tu avais au début pendant le confinement. Aujourd'hui, ton volume d'entraînement, il a augmenté ou finalement il est resté à peu près le même? Bah, cette année, c'était un peu particulier parce que moi, je suis prof de PS de formation. Donc, Ok. j'ai travaillé de janvier jusque juin, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc là, je sais pas, je devais avoir entre 20 et 25 heures par semaine d'entraînement. Et après, je j'ai pas repris de poste jusqu'au championnat du monde. Je me consacre uniquement au triathlon. Et donc, jusqu'à Barcelone cet été, j'ai passé des semaines à 35, plus de 35 heures par semaine, ouais. Ouais, ok. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Parce que, par rapport aux disciplines, c'est divisé comment? Parce que tu vois, en termes de vélo, course à pied et natation, on va dire pour faire plus simple, peut-être une semaine à peu près type, c'est à peu près, ça se passe comment en fait? Ouais. Sur le gros de la prépa pour Barcelone, c'était environ 15 km de natation par semaine. À vélo, je roulais entre 15 et 18 heures par semaine. Donc, combien de kilomètres exactement, faudrait que je calcule. Mais puis à pied, c'était 100 kilomètres à peu près. Ouais, c'est que ça fait des. Ouais, je vois à peu près surtout pour les proportions. À côté de ça, du coup, qui c'est qui t'entraîne? Est-ce que tu as un préparateur physique pour tout ce qui est planning d'entraînement? Non, moi, je suis mon propre entraîneur. C'est moi qui fais mes plans Ok. depuis un petit bout de temps. J'ai eu un entraîneur avant qui était très bien, enfin, qui est très bien. Mais moi, j'ai un peu ce syndrome-là de toujours tout vouloir faire moi-même, comprendre le pourquoi du comment. Et ce qui est un peu casse-bonbon des fois, hein, je dois l'avouer. Mais du coup, j'ai rapidement voulu faire moi-même. Et en plus, je trouve que tu as une double satisfaction en cas de réussite sur un objectif. T'as la satisfaction de l'athlète, plus de l'entraîneur. Et ça, c'est cool, ouais. Et puis, tu as un peu ce côté auto-entrepreneur où tu gères ta journée comme tu veux. Ouais, moi, c'est un truc qui me plaît. Ouais, je préfère être mon propre entraîneur, ouais. Ok. Et du coup, sur tout ce qui est partie nutrition et tout, tu as appliqué enfin, le même état d'esprit, du coup, de te gérer toi-même et d'apprendre et puis d'appliquer? Ouais, c'est ça. Bah, après, moi, j'ai fait une licence STAPS et un master dans l'éducation, la formation, l'éducation sportive. Donc, du coup, j'avais quelques connaissances. On avait des cours de nutrition, etc. Mais ouais, moi, j'ai lu beaucoup de livres sur ça. Je me suis renseigné, des vidéos YouTube sur Internet. Et donc, je gère mon alimentation moi-même. J'ai un partenaire aussi de complément alimentaire spécifique dans le triathlon et les sports d'endurance. Donc, ils m'ont beaucoup aidé aussi pour quelques connaissances spécifiques. Mais globalement, je fais tout moi-même, ouais. Je gère tout seul. Et est-ce que du coup, avec un peu le recul et puis le temps là, que tu as de pratique de tout ça, au niveau que soit la préparation physique ou au niveau de la nutrition, est-ce qu'il y a des choses, euh, pas dire que tu as mal faites, mais tu sais, dans le sens où tu as amélioré certaines choses et que tu as peut-être fait gagner du temps? Ouais, je pense qu'au début, comme je t'avais dit, j'ai commencé par la course à pied. Et course à pied, il y a un rapport quand même assez spécifique au poids, tu vois. Faut être léger. En gros, aujourd'hui, ceux qui gagnent les marathons, les mecs font 55 kilos. Donc du coup, je me suis dit, ah, pour être balèze en course à pied, il faut que je perde du poids. Donc je me suis un peu privé, je mangeais un peu moins que ma faim. Et ça, c'est un truc que j'ai regretté, non, parce que j'ai appris de ça.
Mais c'est vraiment pas une bonne stratégie dans les sports d'endurance finalement. Puis on s'en rend compte aujourd'hui, même si à l'époque, enfin, il y a quelques années, c'était pas trop d'actualité. Mais ouais, moi je mange à ma faim. Si j'ai faim, je mange et peu importe l'heure en fait. Si j'ai faim, je mange. Par contre, je fais attention à ce que je mange, la qualité, les nutriments, etc. Mais par contre, ouais, j'ai faim, je mange. Et puis t'imagines, bah, je mange beaucoup quoi. Ouais, avec le nombre d'heures que tu passes en... Ouais, je n'ose même pas imaginer. Ah, Ça, vaut mieux c'est... pas m'inviter au resto, ouais. Non, non. Alors, faut te faire manger avant, puis après on t'invite, mais... Ah bah souvent quand je vais au restaurant avec des copains, je mange avant, des trucs classiques, puis après comme ça je profite, je déguste au moins au restaurant, parce que sinon je mange tout, ça ressemble à rien quoi. Ouais, parce que le nombre de... le nombre de calories que tu dois passer par jour, t'as une idée un petit peu? Euh, bon, bah là ce matin, aujourd'hui tu vois j'ai que roulé, mais par contre j'ai fait 6 heures, tu vois j'avais 6 heures à faire en endurance, donc avec mon club de vélo. Donc j'ai vu que j'ai brûlé 4700 calories je crois ce matin, un truc comme ça. Donc je sais pas exactement. En fait, je calcule plus mes calories parce que au début je le faisais avec une application et aujourd'hui je sais un peu quelle assiette vaut quoi en calories, donc je me casse plus la tête à calculer. Surtout je trouve pas ça forcément indispensable en Mm. triathlon. Donc je pourrais pas te dire un chiffre exact, mais Ouais, non, mais c'est pour un petit ordre de grandeur, quoi, pour se rendre compte de ce qu'il faut du coup derrière récupérer. Donc c'est vrai que c'est normal, mais tu sais, j'avais eu bah, récemment, même le dernier épisode qui est sorti, bah, maintenant qu'on enregistre, en tout cas aujourd'hui, avec Marlene Nakache qui est pro en trail et qui avait justement fait la même remarque. Il disait vraiment que voilà, pas hésiter quand on fait beaucoup de sport, faut manger quoi. Pas se priver parce que par rapport vis-à-vis du regard des autres au restaurant ou autre, bah, c'est sûr que quand on fait du sport, effectivement, bah, voilà, on brûle des calories, puis derrière, il faut quand même faut remettre le plein quoi. ouais, Donc, c'est ça. Après, je reste persuadé qu'on a tous des morphotypes un peu différents, même si c'est souvent remis en cause, tout ça. Mais tu vois, moi, j'ai toujours été assez musclé, assez costaud, j'ai jamais été un gringalet. Donc, du coup, même si je me privais un petit peu, que je mangeais un peu moins que ce qu'il fallait, j'allais jamais faire 50 kilos. Donc, c'était cause perdue direct. oui, ça, on peut pas trop lutter non plus contre la nature. Puis ça, comme tu dis, c'est vrai que je repensais au triathlon. Finalement, c'est vrai que le poids, comme tu as si bien dit, c'est qu'il est pas, c'est pas la métrique la plus importante, dans le sens où c'est vrai que la natation, finalement, c'est quand même un sport, comment dire, ouais, où le poids, le fait de flotter dans l'eau, j'imagine que le poids à 2 kilos près, peut-être c'est pas tout à fait pareil. Il y a peut-être que la course à pied qui est une des trois disciplines ou qui est pas un sport porté Mhm. où là il y a le plus d'impact, mais finalement, comme tu dis, c'est vrai que ça va être assez bien réparti. Il faut trouver le meilleur compromis, finalement, enfin celui qui nous convient le mieux pour être le plus performant au global. Bah, j'irais même plus loin que ça. Moi, tu vois, aujourd'hui, bah, ça s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais je cherche à plutôt prendre du muscle. Parce que, en fait, comme tu l'as dit, le vélo et la natation, ce sont des sports portés. C'est-à-dire que tu portes pas ton poids vraiment à 100%. Mm. Donc, t'es mieux à être vraiment musclé et à mettre les watts sur le vélo, tu vois. Et ok, en course à pied, tu iras peut-être un peu moins vite, et encore que, parce que tu auras plus de densité musculaire, de fibres musculaires disponibles. Donc, finalement, ça se vaut, surtout que courir un marathon et courir un marathon après 180 km de vélo, Ouais. rien à voir, c'est hyper musculaire, tu vois. Le facteur limitant, c'est vraiment au niveau des muscles. Donc du coup, et on le voit aujourd'hui, les triathlètes qui cartonnent au niveau mondial, c'est des belles bêtes, hein. C'est pas des gars de 50 kilos, hein. Tu regardes un Blumenfeld, c'est des gars qui sont vraiment costauds. Même des fois, on se dit, ah, putain, on dirait un gros, tu vois. Et donc ouais, je pense que ça change de ce point de vue-là. Et puis pour le coup, c'est pas plus mal, ouais. Ouais, mais c'est ça que je regarde un petit peu ouais, sur on voit les photos un peu des finishers. C'est vrai que finalement, c'est vrai que sur 9 heures, 9 heures d'effort, mais là, on arrive sur vraiment de l'endurance. Enfin, ça fait déjà des grosses sessions d'effort. Et c'est vrai que finalement, ouais, tu dis le marathon qui intervient après déjà ouais, un certain nombre d'efforts, finalement, c'est plus tout le même que si on commençait par cette discipline-là. Peut-être que c'est vrai que si on commence par le marathon, peut-être que ce sera différent, mais Bah c'est ça, et puis si t'es bien entraîné, tu peux te permettre d'aller haut en intensité, donc c'est vraiment très musculaire, et c'est pas vraiment, t'es pas vraiment limité par ton cœur ou essoufflé à 100%, tu vois, c'est vraiment ça, le facteur limitant, c'est vraiment les muscles.
Et une question qui revient du coup toujours sur le podcast. On a eu déjà quelques éléments de réponse, mais comment est-ce que tu intègres ton entraînement au sein de ta vie perso et ta vie professionnelle? Bah, du coup, pour ma vie professionnelle, ça faisait un peu partie de ma vie professionnelle, puisque j'étais prof de PS, donc finalement, ça ressemble un petit peu. Je m'entretenais, on va dire. Et après, dans ma vie perso, bon, c'est un besoin. Moi, j'aime bien aller m'entraîner. Bon, des fois, c'est un peu une corvée d'aller nager quand t'es fatigué. Donc voilà, mais globalement, j'aime bien m'entraîner. Donc je l'intègre presque pas comme un loisir, mais ça s'intègre naturellement en fait. Ouais, donc c'est, en tout cas, voilà, comme tu dis, c'est que ça t'intègre bien, c'est que ça passe. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est même pas une question d'intégrer, ça fait partie de ton mode de vie, tu vois. Tu te lèves le matin, tu vas nager, l'après-midi, tu vas rouler, le soir, tu vas courir. À un moment, tu te poses plus la question. Cet été, je faisais les trois sports 6 voire 7 jours sur 7. Je me posais pas la question de qu'est-ce que je fais le lendemain, tu vois. Bah, je vais nager, je vais rouler, je vais courir, quoi. Comme tous les jours. C'est une vraie routine. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est comme si tu te poses la question, comment t'intègres le brossage de tes dents le matin, tu vois, c'est pareil. Ouais. Bah, tu te poses pas la question, bah là, c'est pareil. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Du coup, toi, ton point fort dans ces trois disciplines, c'est quoi? C'est le vélo finalement par rapport à. Le point faible, ça on l'a saisi. Et le point fort entre le vélo et la course à pied. En fait, c'est intéressant parce que de façon directe, je dirais le vélo, tu vois. Mais comme les triathlètes, souvent, ils sont très forts à vélo, bah, je fais plus de différence en course à pied. Tu vois, je fais des meilleurs classements rapportés aux autres en course à pied qu'à vélo. Pourtant, moi, j'estime être meilleur à vélo qu'en course à pied. Ok. Ouais, toi, tu te sens, en tout cas, tu te sens plus à l'aise et plus performant sur le vélo. Mais c'est que par rapport aux chiffres, effectivement, oui, c'est que peut-être que le point fort. Et toi, qu'est-ce que entre les deux, en tout cas, lequel tu penses tu as le plus de gap, un petit peu en gain à faire? Moi, je pense progresser encore plus à vélo parce que tu sais, on a tous des sensations des fois de se dire ah ce sport-là il est fait pour moi. Et j'ai l'impression que mon corps il préfère les efforts à vélo, il se sent mieux, tu vois, j'ai l'impression d'être plus en symbiose avec mon vélo que quand je cours. Je me sens bien quand je cours, mais il y a moins cette alchimie, tu vois. Donc je dirais que j'ai un plus gros gap à vélo, mais c'est pas pour autant qu'en course à pied j'ai fini le jeu, hein, loin de là. Et alors, une autre question, une autre partie de la préparation. En tout cas, on va parler de la préparation mentale. Donc déjà, je sais pas si quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un des fois qui t'aide au niveau à ce niveau-là, ou si toi tu fais des recherches de ton côté. Est-ce que tu as certains éléments qui t'aident en tout cas dans ton parcours, que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de la course? Bah pour le coup, sur la prépa mentale, mes seules sources, c'est les livres, les autobiographies que je lis de sportifs, tu vois. J'estime que pour l'instant, j'en ai pas eu besoin, ou alors je suis peut-être pas arrivé à un tel point de performance qu'il me faut ça pour progresser. Moi, dans ma tête, tout seul, je me parle à moi-même et je pense qu'on a assez déter comme ça. Pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir une aide extérieure là-dessus, ouais. Et donc, ouais, donc ça, je le comprends, il n'y a aucun souci. Et est-ce que là, tu nous as dit donné un petit élément de réponse, mais toi, du coup, tu mets des choses en place, peut-être consciemment ou inconsciemment pour ça, au niveau des courses. Est-ce que t'as des rituels peut-être d'avant-course ou en course, tu as des choses que tu mets en place pour, typiquement, c'est un moment un peu plus difficile pour vraiment te remobiliser et puis ne pas lâcher à ce moment-là? Je suis pas vraiment superstitieux, donc j'ai pas un rituel spécial. Par contre, je fais tout bien. C'est-à-dire que si je dois boire telle boisson à tel moment avant la course, à telle heure, je le ferai. Je vais m'échauffer. Si je dois m'échauffer 25 minutes, je ferai pas 24, je ferai 25. Donc c'est très très sérieux là-dessus, mais je suis pas superstitieux. Et après, pendant la course, bah, en fait, je me parle toujours un peu à moi-même. Je sais pas si je suis le seul ou beaucoup de gens font ça. Mais ouais, je m'encourage moi-même, je fais un petit bilan au moment T, tu sais comment ça se passe, et du coup, ouais, ça permet de se faire mal et d'accepter un peu mieux la douleur, je pense. OK. T'es ouais, bien rigoureux et du coup, tu as regardé quand même cette lucidité pendant l'effort de, ouais, de faire ton bilan et de savoir, où tu vas et être sûr que, ouais, que tu es bien dans ce que tu avais, déjà, planifié. Alors, en fait, une course, même si c'est voilà, c'est le grand jour où il faut être balèze, en fait, quand tu t'entraînes bien et
tout le temps, finalement, c'est un jour comme un autre, tu vois. Moi, quand c'est une compétition, bah, je vais nager, rouler et courir. Ouais, bah super, j'ai fait ça la veille, l'avant-veille. Ça change pas grand-chose. Donc, en fait, le corps, il stresse un petit peu au début, il y a l'adrénaline, mais rapidement, il retrouve quelque chose, une activité qu'il connaît. Et donc, ça te permet de garder une lucidité là-dessus. Et puis, finalement, être dans une zone, entre guillemets, de confort, parce que c'est quelque chose que tu connais, en fait. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant de voir ça. C'est vrai que pour toi, c'est vraiment une routine. Mais comme tu dis, c'est vrai que par rapport au volume horaire, c'est vrai que finalement, refaire une course, c'est vrai que ça reste, comme tu dis, c'est ta routine, quoi. Ouais, C'est c'est juste, ça. c'est vrai que t'as quand même une sorte de petite, peut-être pression ou quelque chose, une émotion différente, quand même, les jours de course. Moi, ce que j'adore, c'est, tu vois, comme je fais des bons plans d'entraînement, bah, j'arrive toujours en forme à la course. Et donc, c'est cet état, tu vois, physique où tu sens que tu es un peu un super-héros. Tu vois, tu es vraiment en pic de forme. Et ça, c'est grisant. Ouais. Tu te sens, tu vois, tu mets plus de watts que d'habitude à vélo, tu cours plus vite. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est différent. Et ça, c'est grisant. Ouais. C'est vraiment un état que j'aime bien. Ouais. Et comment t'arrives du coup à arriver dans ce pic de forme bon, je mets que tu calcules pour que ça arrive plus loin, mais qu'est-ce que tu mets en place toi pour avoir ce pic de forme? Bah après, souvent au début de saison, tu prévois tes objectifs à long terme. Et Ouais. dans les grandes lignes, c'est pas si compliqué que ça. Tu peux avoir quelques pics de forme par an, un ou deux. Bon, il y en a qui en arrivent à avoir trois peut-être. Et en fait, tu montes le volume progressivement jusque pas loin de la compétition. Une fois que tu es pas loin de la compétition, tu maintiens une grosse intensité, tu baisses un peu le volume. Et normalement, il y aura ce qu'on appelle la surcompensation. Et ce qui fait que tu vas arriver en forme le jour de la compétition. Et ça, c'est trop bien, ouais. Ça, c'est trop bien. Ce que tu vois, 2 pics, c'est que le bloc de montée de volume, ça prend un certain temps, et c'est ce qui fait que tu peux pas enchaîner plusieurs pics dans une saison. Ouais, c'est ça. Après, franchement, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a aussi la période dans laquelle tu es. Tu vois, moi, je sais que l'hiver ou au printemps, je suis pas très fort. C'est souvent juste après l'été où j'ai un pic de forme. Parce que souvent, je tombe malade un peu l'hiver, au changement de saison. Donc, en fait, c'est un peu propre à chacun et c'est dur de le calculer. Il faut vraiment se connaître. Des fois, tu te foires. Hein. Des fois, tu penses que tu vas être en forme à telle date et finalement, t'es rincé. Donc, c'est un challenge, ouais, de planifier correctement une saison. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que t'as prévu toi au niveau de la semaine d'avant-course en termes d'entraînement, en termes de volume, ça se passe comment la semaine d'avant-course pour cette épreuve-là? Bah alors, souvent, les semaines d'avant-course, elles sont un peu plus light. Souvent, on divise le volume habituel par 2 minimum. Par contre, on garde une petite intensité pour pas que le corps il s'endort trop, tu vois. Parce que bah, t'imagines bien que quand tu t'entraînes autant, si tu coupes tout du jour au lendemain pour te reposer, le corps il comprend rien, tout est déréglé, et c'est pas comme ça que tu vas arriver en forme. Donc du coup, tu maintiens une bonne intensité sans trop te cramer, tu baisses le volume, et normalement tu vas arriver frais à ta compétition. Ok. Ouais, donc là-bas, tu vas pouvoir un petit peu, j'imagine, reconnaître le parcours, aller rouler un petit peu, rouler, nager, et puis courir sur le parcours qui t'est proposé pour ce jour de course. Ouais, c'est ça. Là-bas, je pourrais faire une reconnaissance du parcours et puis m'entraîner correctement. Bah, déjà, il faudra digérer le voyage. Ouais. Et puis après ça, ouais, retourner rapidement à l'entraînement. Ouais. Oui, c'est vrai qu'avec le voyage, ouais, voyage, décalage horaire, tous ces points-là, c'est que t'estimes à combien de jours à peu près pour te remettre vraiment ouais, de ce déplacement? Bah, en réalité, j'en sais trop rien, tu vois, parce que c'est la première fois que je fais un tel voyage pour une compétition. Dans ma tête, je pense qu'il me faudra quelques jours pour digérer le voyage, surtout que bah, je me connais un petit peu, je sais que je suis quand même assez sensible aux changements au quotidien, tu vois, moi j'aime bien ma petite routine. Euh, donc voilà. Et donc quelques jours, et puis après, je remettrai progressivement un petit peu de volume et un petit peu d'intensité pour arriver frais le jour de la course. Tu vois, on dit souvent qu'il vaut mieux être 10% sous-entraîné que 1% surentraîné, tu vois. C'est vrai, ça j'ai déjà lu ça et c'est vrai que c'est quand même très vrai. C'est quand même très vrai. Bah, en tout cas, merci Simon de nous avoir partagé tout ça sur cet épisode. À présent, bah écoute, moi en tout cas, je te souhaite le meilleur pour ta fin de préparation et pour ta course.
J'espère aussi que voilà, pendant le débrief, on aura pas mal de choses à se raconter, que tu auras pas mal d'anecdotes euh, sur cette course. Mais avant de te quitter, je vais te laisser le podcast rien que pour toi, pour que tu puisses parler du sujet que tu veux, pendant le temps que tu veux. Tu peux également profiter pour remercier tes partenaires qui te soutiennent dans cette aventure. Donc voilà, à présent le podcast, il est rien qu'à toi. Bah, déjà, je te remercie toi. C'était chouette de pouvoir échanger sur ce sujet. Donc, ouais, comme tu l'as dit, je remercie mes partenaires de m'aider dans mon aventure. Après, moi, j'aime bien ce système de donnant-donnant, tu vois. Donc, ils m'aident et j'essaie de les aider donc avec de la visibilité ou des choses comme ça. Après, pour le sujet au choix, bah, j'encourage les gens à faire du sport. Tu vois, moi, je suis persuadé que tous les humains sont faits pour faire du sport. Tu vois, il n'y a pas d'exception pour moi. C'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant des bienfaits du sport sur eux, tu vois, sur eux-mêmes. Donc en fait, je suis sûr que la première fois qu'ils vont aller faire du sport, ils vont se dire mais comment j'ai pu passer à côté de ça autant de temps. Donc ça, je suis vraiment persuadé de ça. Et donc ouais, j'encourage tout le monde à aller faire du sport, quel que soit le sport, trouver quelque chose qui nous plaît. Et, et puis voilà, puis faire avec un groupe. Mais moi, je suis persuadé, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est faites du sport, faites du sport, faites du sport. Et puis voilà, donc c'est un petit message pour motiver les gens. Bah, merci en tout cas, je suis totalement d'accord avec ton message. Et ouais, on peut encourager en tout cas tout le monde à aller découvrir en tout cas la pratique sportive. Et en général, ça apporte beaucoup de bien. C'est ça, Bah, je te remercie Alexandre. merci à toi Simon. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.